Bonjour. Malgré le titre qui est en anglais, je vais parler français carioca, une variation de la langue qui est parlée par les habitants de la ville de Rio. Et je dois vous avertir que je suis un physicien théorique, un corps pratiquant, c'est-à-dire que je vois l'évaluation de deux côtés, comme évaluateur et aussi comme évalué. Ensuite, je vais vous avertir que je vais faire une description de deux programmes qu'on utilise au Brésil. Un programme qui est un programme, disons, de base, un programme qui s'occupe du système national de post-graduation du pays, et un autre qui est justement de l'autre côté, c'est-à-dire c'est un système pour de réseaux de recherche qu'on croit que sont importants pour avancer dans plusieurs domaines de l'investigation. Alors, je commence pour vous décrire le système national de post-graduation du Brésil. Le nom CAPES. CAPES est un acronyme. Ça, c'est Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Ensino Superior. Ça veut dire coordination de la qualification du personnel de l'enseignement supérieur. C'est une fondation du ministère de l'Éducation créée en 1951 avec la mission de construire le système de post-graduation au Brésil et en même temps qualifier le personnel pour ça et le professeur de l'éducation de base. Pour vous donner une idée, ça vous montre la croissance du nombre d'élèves et aussi du nombre de diplômés depuis 2004 jusqu'à 2016. C'est une croissance importante. Et tout ça grâce à la structure du système national de post-graduation. Si vous avez dans une université un cours, par exemple, un nouveau doctorat, pour qu'il soit accepté, il doit se présenter au ministère de l'Éducation, et là, c'est CAPES, l'organisation qui est chargée de dire que ce cours est bon, ce cours est valable, que ce cours est validé par le ministère. Alors, il y a un système pour l'entrée, une évaluation de nouveaux cours, et il y a un système pour garantir la permanence, c'est-à-dire le cours doit maintenir un certain niveau de performance. Et là, quand je dis troisième cycle, je veux dire maîtrise. Il y a des cours de maîtrise et des cours de doctorat aussi. Bon, alors, comment est-ce qu'on fait pour être candidat? Il faut élaborer un projet. L'autorité de post-graduation de l'université va valider ce projet et présenter à CAPES. Et une fois que cette présentation elle est faite en utilisant des outils qui sont disponibles, ce sont en général des outils électroniques, tout est fait de façon digitale. Il y a un document d'orientation au candidat disponible au site web et il y a 49 domaines. Chaque domaine a un comité d'évaluation. La soumission est électronique. Et là, elles doivent contenir l'identification et les données du cours, le domaine et le ligne de recherche, discipline, professeur, production intellectuelle, projet de recherche, activité de professeur, activité comme enseignant, comme directeur de thèse, comme chercheur, l'infrastructure du programme aussi. Et une fois qu'on est admis, qu'on présente la proposition, alors là, il y a une procédure d'analyse, et analyse est mal écrite là, et c'est un Z, ça devait être un S, mais parfois le français-anglais, on se trompe. Et bon, ce qu'on fait d'abord, c'est une analyse par des techniciens, c'est juste pour voir si la proposition est d'accord avec l'appel, disons. Après, il y a un directoire d'évaluation qui s'occupe de sélectionner le domaine, de dire c'est le domaine tel ou tel, une décision par le coordinateur de ce domaine sur l'admission du projet, l'analyse du mérite par un comité de pairs, par un corps expert, parce qu'on parle de domaines très spécifiques. Après ça, il y a un conseil de coordinateur qui décide finalement, et les résultats vont au directoire d'évaluation pour dire si le cours s'il est bien ou pas, s'il peut ou pas être accepté comme un cours valide.
Le problème, c'est qu'à chaque 4 ans, il faut évaluer le système. C'est-à-dire qu'il faut avoir une évaluation du système global, disons. Et là, encore une fois, on regarde l'ensemble de cours de post-graduation du pays et on fait cette évaluation à chaque 4 ans pour décider quels sont les cours mieux classés, quels sont les cours qui ne sont pas bien classés. Et il y a un classement qui commence avec la note 3, le niveau 3, et va jusqu'à 7. Normalement, on considère que le cours qui ont le niveau 6 ou bien le niveau 7 sont des cours de niveau international. Elles sont des cours qu'on pourrait avoir dans une bonne université européenne ou américaine, tandis qu'un cours 5, il est là, il y a un moyen, et s'ils ont un niveau 3 ou 4, il faut faire un effort pour améliorer. Chaque cours, dans sa rentrée, il a le niveau 3, et il a 4 ans pour devenir 4, et après ça, on espère qu'il va augmenter son niveau de performance. Et si vous me demandez quelle est la distribution des cours, elle est une gaussienne, où la moyenne est 5. Bon, là, vous avez, par exemple, les différentes étapes de l'évaluation périodique. Et encore une fois, les outils disponibles il y a beaucoup de choses électroniques pour identifier le cours, pour savoir combien d'élèves, les disciplines, le professeur, le financement, le ligne de recherche, production, enfin tout ça, toutes ces données-là sont importantes pour l'évaluation. Il y a un système au Brésil qui s'appelle Qualis, qui est un système de CAPES, qui est un classement de revues. C'est-à-dire, il y a des revues, et ces classements, il est fait par de spécialistes, c'est-à-dire ce sont des chercheurs qui disent, bon, dans le domaine de la physique, le Physical Review est considéré Qualis A, et un autre review est considéré, disons, Qualis B, et ça a un certain poids. Il y a un premier traitement de données par les techniciens de CAPES, et après, on forme des comités d'évaluation par des experts dans chaque domaine. Finalement, il y a un formulaire d'évaluation. Selon les types de cours, on donne des poids. On a beaucoup discuté ça hier, soit la question de classement de revues, soit la question de poids. Et l'évaluation, bon, c'est quelque chose qui est corrélationné avec le choix de poids. Là, je vous donne un exemple de poids qui sont utilisés. Par exemple, pour le cours académique ou pour le cours professionnel. Et une liste de tous les domaines qu'on a. On a quelque chose comme 49 domaines. Et pour chaque domaine, il y a un comité. Et ce comité est constitué par des pairs, pas pour des experts. OK? On verra les experts dans l'autre exemple que je vais vous donner. Et comme ça, on a un classement. Et ce classement est important parce que, par exemple, si on a un cours qui est 6 ou 7, ce cours, il a le droit à un certain nombre de bénéfices, mais par contre, il a des responsabilités parce qu'il doit aider les cours de niveau 3 ou 4 à améliorer leur performance. C'est-à-dire que l'esprit de l'évaluation, c'est essayer d'améliorer le système et pas avoir disons, être punitif. L'autre exemple, de l'autre côté, c'est-à-dire maintenant on parle de réseau de recherche, ok? C'est la crème de la crème, les meilleures institutions du pays, et on appelle ça, c'est un mauvais nom, Instituts nationaux de sciences et technologies, mais ce ne sont pas des instituts, ce sont des réseaux de recherche. Il y a beaucoup d'institutions dans un de ces instituts. Ils ont été créés pour sélectionner et appuyer le réseau d'institutions de recherche au Brésil à développer des activités en sciences, technologies et innovation. Et le CNPq, qui est le CNRS brésilien, est le responsable de la gestion des ressources et de la sélection des institutions participantes par des appels publics.
Alors, un certain réseau, bon, un exemple, nanotechnologie. Il y a pas mal de groupes de nanotechnologie au pays. Ils décident de constituer un réseau et se présentent à cet appel public. Ils vont être évalués et selon le résultat de cette évaluation, ils vont gagner, ils auront le droit à un certain financement. Bon, alors les activités, il faut que ça soit un réseau de recherche qui se dédie aussi à la qualification de personnel, formation d'étudiants, doctorat, etc., transfert de technologie et aussi une partie de diffusion de sciences, éducation, etc. C'est un partenariat entre les universités, institutions académiques, agences de financement et organisations fédérales. Et le financement typique, une période de 5 ans, c'est quelque chose entre 2 et 12 millions de réals. Un réal, pour avoir une idée, c'est quelque chose comme 1 euro, c'est 4 réals, à peu près. 3,7, quelque chose comme ça. Et pension à 4. Ça, c'est un financement pour 5 ans. Alors, il y a pas mal d'institutions qui, dans l'appui à ce type de programme, beaucoup de ministères, ministère de Mines et Énergie, Santé, Éducation, Culture, Intégration nationale, etc. Beaucoup de fondations des États du Brésil. Le Brésil a 27 États et chacun a sa fondation d'appui à la science, à la recherche, et aussi le CNPq, CAP, etc. Les domaines, il y a plusieurs domaines, mais vous voyez que les domaines sont des domaines comme par exemple nanotechnologie, technologie de l'information et de la communication, énergie électrique, etc., santé, biocarburants, biotechnologie. Ce sont des domaines qui sont dictés par une politique nationale pour développer ces domaines. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un alignement avec un grand plan national de développement de la science et de la technologie qui est renouvelé à chaque 4 ans. La distribution de nombre d'instituts nationaux, de réseaux, elle est là. Comme vous voyez, il y a une concentration dans le sud-est du pays. Ça, c'est un problème. Il faut essayer d'augmenter le nombre de réseaux, surtout au centre-ouest et au nord. Le nord-est, il a déjà avancé parce que le nombre est comparable au nombre du sud du pays. Le programme est géré par un comité de coordination de très haut niveau qui est présidé par le secrétaire exécutif du ministère de Sciences et Technologies et à la représentation des agences de financement, de plusieurs ministères, de fondations d'appui à la recherche, mais aussi de chercheurs, de développeurs de technologies et des entrepreneurs. Ils sont tous représentés. Et chaque institut, il doit présenter un rapport d'activité annuel. Il y a normalement un livre de résumé de l'ensemble des instituts. Normalement, ils ont une page internet, vidéo institutionnelle, etc. Et on fait l'évaluation avec des séminaires. Un premier séminaire d'évaluation a été fait en novembre 2010, en utilisant surtout le rapport annuel d'activité 2010. Et cette évaluation a été importante aussi pour la concession des additifs pour la 4e et 5e année du projet, de chaque projet. Un deuxième séminaire d'évaluation en 2013. Et il y a eu même une évaluation du programme par un organisme qui s'appelle CGE, qui est une espèce de think tank du ministère des Sciences et Technologies. Il y a des groupes d'évaluation divisés selon ce que vous voyez là. En effet, parce qu'il y avait tellement d'instituts d'écologie et environnement aussi bien que santé, ils ont 2 groupes dans un cas, 3 groupes dans l'autre. Et chaque groupe a 3 spécialistes par INCT. Et là, ces spécialistes, ce sont de pairs. Mais aussi beaucoup d'experts. Là, 3 représentants de l'INCT qui sont là pour donner des informations, mais observateurs de l'agence de financement, du ministère, représentants du Conseil national de recherche et invités nationaux et internationaux qui sont des experts.
pas nécessairement un type qui a une connaissance très spécifique, mais qui a une vision générale. Et la dynamique, on présente le résultat partiel en 30 minutes, un débat, il y a question des spécialistes pendant 15 minutes, et après une table ronde avec le coordinateur, etc. Et à la fin, il y a un rapport qui est fait par le spécialiste du INCT, et c'est ces rapports qui va à la commission de coordination pour décider qu'est-ce qu'on va faire avec le projet du réseau. Alors, quels sont les aspects analysés? Recherche, insertion internationale, contribution au projet de l'état de l'art, objectifs et jalons, comité de gestion, parce qu'il faut faire attention à la gestion. On paye beaucoup d'attention à la forme dont on gère le projet. C'est-à-dire, là, l'objectif, c'est de savoir si on ajoute 1 plus 1 pour obtenir 3, pas 2. C'est ça. Si l'association, si elle résulte de quelque chose. Formation du réseau de recherche et production scientifique, quant à la qualification, le nombre, le potentiel d'utilisation des diplômés, qu'est-ce qu'ils font après qu'ils se diplôment, et interaction avec l'industrie, transfert de connaissances à la société, le rapport avec la société. Hier, on parlait dans des sciences sociales, justement, on parlait d'impact sur toute cette histoire. Yves a donné la solution, il ne faut pas parler d'impact, il faut parler d'interaction, qui peut être plus forte, moins forte, faible, etc. L'idée, c'est de savoir si l'interaction est raisonnable avec la société, si on fait une contribution à l'éducation pour la science, à l'interaction avec l'éducation de base, et aussi transfert aux entreprises et au gouvernement, interaction avec les entreprises, politique publique, contribution aux politiques publiques, à l'innovation, à brevet, etc. Finalement, on regarde le résultat, en regardant ça, disons, pour le chercheur, pour le système, pour la capacitation nationale, pour la transformation de connaissances, un produit, technologie, service ou politique publique, pour décider si le réseau mérite d'avoir la continuation du financement et de l'appui. Et sinon, on essaye effectivement de corriger la situation, mais il y a des appels publics à chaque 5 ans, et alors on peut, par exemple, si on vient et on finit un certain projet, après 5 ans, on peut se présenter encore une fois, et on va regarder la performance, mais on va le faire en compétition avec de nouveaux projets. Finalement, les conclusions. Les programmes nationaux, je crois qu'ils contribuent à convaincre la société de l'importance d'investir en sciences, technologies et innovation pour arriver à un développement durable. Là, je crois que l'expérience du Brésil montre que les gens commencent à associer un certain nombre de cas de succès dans le domaine de l'agriculture. L'agriculture brésilienne, elle a beaucoup de sciences là-dedans. On exporte, 40% de nos exportations viennent de l'agriculture. Et là, il y a beaucoup de sciences parce que Embrapa, par exemple, et toutes les écoles agricoles ont beaucoup contribué pour avoir une agriculture de précision, pour développer des méthodes, par exemple, comme fixation de nitrogène au sol, qui nous épargne 1,5 milliard de dollars par an en fertilisant. Un autre exemple, c'est le pétrole. On arrive à extraire pétrole entre 4000 et 7000 mètres de profondeur. L'exemple des avions, l'exemple, par exemple, de l'automation bancaire, tout ça, la société commence à corrélationner avec l'existence d'un système de post-graduation qui est assez solide, et aussi de réseaux de recherche. Parce que dans le cas de Petrobras, qui est la compagnie pétrolière, elle a organisé un réseau qui a plus de 125, 126 membres. Ce sont des institutions, des universités, de centres de recherche, etc., qui l'ont aidé à arriver à battre le record de production de pétrole. Finalement, l'importance de la formation de base, c'est-à-dire le système national pour réseau, la recherche à très haut niveau et les applications technologiques. Et surtout, l'importance du mérite, de la qualité et des programmes très bien structurés. Est-ce que je...
C'est bon? Ok. Bon, merci de votre attention.